Bonjour, rebonjour, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale sur LCI. Les toutes dernières déclarations de l'homme fort du régime, Kalibaf, c'est le président du Parlement iranien de la République islamique d'Iran, et qui dit ne nous testez pas. Voilà. C'est sa réponse au fond au plan de paix évoqué par la presse américaine, qui a été transmis aux Iraniens via le truchement du Pakistan. Nous surveillons de près tous les mouvements américains dans la région, notamment les déploiements de troupes. Alors, il insiste là-dessus, Kalibaf. Ce que les généraux ont cassé, les soldats ne peuvent pas le réparer. On comprend que il considère que les généraux sont ceux qui appuient sur le bouton des frappes aériennes et que les soldats sont ceux qui pourraient être déployés ensuite sur le terrain. Au contraire, les soldats seront victimes des illusions de Netanyahou. Donc là, c'est la promesse de quoi ? C'est la promesse du bourbier. C'est de dire, il dit à Trump, si vous envoyez des troupes au sol, que ce soit sur l'île de Karg ou sur la côte du détroit d'Ormuz, eh bien, vous avez aimé Fallujah, vous aimerez Hormuz. Pardon, je caricature. Vous avez aimé le Vietnam, vous aimerez l'Iran. C'est ça le message de cet homme fort du régime qui clairement dit à Donald Trump, non, nous, on n'est plus là pour négocier. Qu'en dites-vous les uns les autres ? Allez-y, Jean-Jacques. La phrase d'origine, c'est « vous avez aimé Beyrouth ». Et donc, on est au cœur du sujet et on voit que ce sont les mêmes situations qui se reproduisent à des années d'écart. En fait, on est dans un théâtre d'ombre, puisque d'un côté, on nous parle de négociations et de l'autre côté, on parle de troupes au sol. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que diplomates et soldats vont de pair. Frédéric II disait « sans mes soldats, mes diplomates sont inutiles ». Et donc là, on est dans une phase préliminaire où on est a priori dans une situation de non-négociation. Mais la non-négociation, c'est déjà une négociation. Le non-négociable permet de savoir quelles sont les limites de l'autre. Et donc, à partir de là, on peut faire l'inventaire des situations et l'inventaire du négociable. Il y aura toujours une marge d'accord qui pourra être trouvée entre ces deux extrêmes. Bon, Frédéric II, l'ancien roi de Prusse. Non mais tout le monde n'a pas un doctorat en histoire, y compris l'histoire moderne, mais quand même. Donc Frédéric II, ancien roi de Prusse. Désolé d'être professeur. Non, les professeurs, nous sommes très heureux de vous avoir. Simplement, peut-être que préciser pour ceux qui nous regardent. Rina. Oui, ce qui est intéressant, c'est qui exactement parle à qui. Parce que là, on parle tout le temps du régime de Moullah. Est-ce que vraiment on peut continuer à parler de ça ou est-ce qu'il s'agit maintenant du régime des gardiens de la révolution ? C'est une question qui se pose justement parce que les noms de Mustafa Khamenei, bien qu'il l'ait évoqué, on l'a pas vu, on l'a pas attendu. Donc on demande qui exactement prend la décision maintenant en Iran. Ça, c'est une première question. Maintenant aussi... Pardon, Rina, vous pourrez évoquer la seconde question, promis. Mais juste sur la première, excusez-moi, mais on a le sentiment que le régime iranien, il tient très bien. Et que les décapitations peuvent se multiplier. L'image que ça renvoie, c'est celle, au fond, d'une infrastructure étatique qui tient bon, avec des successeurs, avec une ligne très claire. C'est plutôt côté américain qu'on a le sentiment de zigzag. Donc ceux qui nous regardent se font sans doute la réflexion. Et ça, il faut quand même qu'on essaye de comprendre pourquoi. Mais ça, justement, c'est exactement ça qui ramène à la deuxième question. Parce que qu'est-ce qu'il fait ici, Kalibaf ? Il dit, en fait, il s'adresse non seulement à la Maison-Blanche, mais il s'adresse aussi à tous les mouvements des MAGA et tous ceux, qui sont plutôt par cette approche d'isolation et isolationniste qui dit que les Américains ne doivent pas s'engager dans des longues guerres, qu'il ne faut pas avoir des soldats sur le terrain, que c'est pas le rôle des États-Unis de résoudre tous les conflits du monde. Donc justement, il dit, Monsieur le Président, vous avez tous ces gens-là dans votre camp qui veulent pas être mêlés dans une très longue campagne sur le terrain. Il faut les écouter. Il veut lui mettre le bazar chez lui. Je vous donne la parole tout de suite, mais juste préciser quand même important, information factuelle. Hélène peut peut-être me le confirmer, mais les Iraniens, ils veulent plus discuter avec Steve Witkoff. Ils veulent plus discuter avec Jared Kushner. Alors, c'est vrai ou faux? C'est ce que nous disent les fuites dans la presse américaine, qu'ils privilégieraient plutôt un dialogue avec le vice-président J.D. Vance. Voilà. Justement parce que Vance, c'est un isolationniste, MAGA, il veut pas de ces aventures guerrières. Il n'était absolument pas pour cette guerre-là, mais Kalibaf, pourquoi il a fait ce tweet-là? Bien évidemment, il y a cette hypothèse de
on négocie, comme il l'a si bien dit, le diplomate négocie et le soldat avance sur le terrain, bien évidemment, mais leur cauchemar, c'est quoi? C'est que pendant la négociation, ils étaient frappés 12 fois. Et ils pensent qu'au moment où, si on s'engage encore une fois, il faut pas que les soldats nous frappent encore une autre fois pour la troisième fois. Et ensuite, il faut pas oublier, il s'adresse à sa base sociologique. Pourquoi il s'adresse à sa base sociologique? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, vous avez le gouvernement représenté par Pezeshkian et vous avez les gardiens de la révolution, David, que vous l'avez absolument bien dit, ce sont les gardiens qui tiennent le régime, qui tiennent l'État. Vous avez un gouvernement qui gère les institutions, le gouvernement, mais l'État est géré par les gardiens. Et les gardiens, ils ont aujourd'hui besoin d'une vitrine qui les représente, mais d'une vraie vitrine qui a un parcours au sein des gardiens. C'est Qalibaf. Pourquoi c'est Qalibaf? Parce que c'est un général, c'est un ancien général des gardiens de la Révolution. Il a géré les gardiens de la Révolution. Aujourd'hui, face au gouvernement de Pezeshkian, il est à la tête de l'Assemblée nationale. Il était candidat, mais il n'a pas gagné. C'est Pezeshkian qui a gagné. Et donc, aujourd'hui, vous avez l'État contre le gouvernement contre l'État, si vous simplifiez comme ça. Et Donald Trump, il dit, je vais pas négocier avec un gouvernement qui a aucun pouvoir, je vais négocier avec l'État qui est représenté par Qalibaf. Information de dernière minute, là encore, communiquée ou en tout cas revendiquée par les autorités iraniennes via leurs canaux de communication officiels, des missiles tirés depuis la côte iranienne sur ce navire. Donc là, ce sont évidemment des images d'archives que vous voyez, vous le comprenez, vous qui nous regardez. Mais c'est l'USS Lincoln, l'un des 2 porte-avions qui ont été dépêchés sur zone pour opérer, au fond, les opérations de bombardement, la maîtrise du ciel iranien. Je rappelle, pour vous qui nous regardez, que l'un des 2 porte-avions, le Ford, pour l'instant est en cale sèche, pour réparation en Crète. Mais le Lincoln, lui, est toujours sur place. Eh bien, les Iraniens revendiquent de l'avoir ciblé, d'avoir tiré des missiles depuis leur côte vers l'USS Lincoln. Est-ce que ces missiles sont en capacité de toucher leur cible? C'est la question qu'on va se poser. Ce n'est pas la première fois que les gardiens de la Révolution, donc cette organisation qui s'est militarisée, vous l'avez compris ça aussi, que les gardiens de la Révolution tirent sur l'USS Lincoln. Alors ces toutes dernières heures, Donald Trump s'exprimait précisément sur la question de son porte-avions Lincoln, et voilà ce qu'il disait, on l'écoute. Ils ont tiré 101 missiles sur l'un de nos porte-avions, l'Abraham Lincoln, l'un des plus gros navires au monde. Et sur 101 missiles tirés, chacun d'entre eux a été renvoyé à la mer. Bon, alors est-ce que les Iraniens peuvent réussir le coup de toucher le Lincoln? Jean-Jacques, vous êtes peut-être à cette table celui qui s'y connaît le mieux, si j'ose dire, en capacité d'armement, de défense antimissile. On imagine que le Lincoln est très protégé. Qu'en est-il? Le Lincoln, ce n'est pas un navire seul, c'est une escadre. Il y a autour de ce porte-avions des frégates qui sont là pour intercepter. Et donc il y a tout un dôme autour du Lincoln, et à moins d'avoir des missiles hypersoniques, et là c'est clair, les défenses classiques ne peuvent rien faire contre ce type de missiles, normalement l'escadre doit pouvoir intercepter le maximum. Cela étant dit, ils en ont des hypersoniques, les Iraniens, ou pas? Je ne pense pas qu'ils aient encore. Ils ont encore. Hypersoniques, oui, et ils l'ont utilisé contre Israël, si. Ils ont à la fois hypersonique, multi-tête et multi-sous-munition, quoi. Sous-munition, voilà, sous-munition. Oui, Jean-Jacques, poursuivez, vous voulez conclure? Ou bien, étant dit, ce que l'on voit, c'est que pour les militaires, il y a 6 théâtres d'opération désormais. Oui. Terre, air, mer, espace, cyber et infocom. L'infocom est un vrai théâtre militaire. Pourquoi vous dites ça? Bien, parce que, à l'évidence, des 2 côtés, il y a un discours qui vise, on disait classiquement, gagner les cœurs et les esprits. À savoir, il faut convaincre, et ce que l'on ne peut pas gagner sur le champ de bataille directement, on peut le gagner sur un autre théâtre d'opération. Théâtre terre, vous l'avez prononcé ce mot, Jean-Jacques, à l'instant, la perspective d'envoi de troupes au sol de plus en plus prise au sérieux. C'est Sonia Dridi, notre correspondante à Washington, qui nous en rend compte, parce que la presse américaine se fait de plus en plus précise sur l'idée que Donald Trump pourrait se résoudre à envoyer les boys.
Oui, selon le New York Times, le Pentagone a donné l'ordre de déployer quelques 2000 soldats de la 82e division aéroportée au Moyen-Orient. Le contingent est composé du commandant de la division, des dizaines de membres de son état-major et de 2 bataillons de 800 soldats chacun. Selon le New York Times, davantage de soldats de cette même unité pourraient être déployés dans les prochains jours. Des responsables américains expliquent que les parachutistes pourraient être utilisés pour s'emparer de l'île de Kharg. D'autres options sont envisagées par l'administration Trump. 2 responsables du département de la Défense ont expliqué que l'objectif de ce nouveau déploiement est de donner davantage d'options militaires au président Trump, qui assure en parallèle que des négociations sont en cours avec les Iraniens. Sonia Dridi, correspondante pour LCI TF1 Washington. Merci Sonia pour vos reportages. Alors ça, c'est l'un des aspects sur lesquels Khalibaf, donc là, le nouvel homme fort, je rappelle, le président du Parlement de la République islamique d'Iran, fait référence. Quand il dit ne nous testez pas, il dit ceci: ce que les généraux américano-israéliens ont cassé, les soldats ne peuvent pas le réparer. Au contraire, ils seront les victimes des illusions de Netanyahou. Donc la menace, elle est proférée directement à l'attention de Donald Trump. Si, monsieur le président américain, vous décidez d'envoyer les boys pour sécuriser par exemple le détroit d'Ormuz, eh bien préparez-vous au pire. Ils seront pris pour cible par nos troupes, par nos missiles, par tout ce que nous avons à notre disposition, Hélène. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est la menace qui est brandie, mais à un moment où effectivement Donald Trump a laissé entendre qu'il pouvait y avoir à nouveau des négociations et en même temps continue de masser des troupes, du côté du régime iranien, ils ont sans doute en tête les négociations il y a à peine un mois où finalement il y avait un processus lancé et Donald Trump a fini avec les Israéliens par frapper. Donc l'idée des troupes au sol, Hélène, on constate qu'elle fait son chemin. Pourquoi ? Est-ce que, autour de Donald Trump, on lui dit, monsieur le président, vous n'arriverez à rien avec uniquement les frappes? Qu'en est-il? Alors peut-être que son état-major lui dit ça, mais surtout qu'il voit qu'il est dans une impasse. C'est-à-dire qu'il a lancé ses opérations. Pour l'instant, aucun des objectifs qui ont été évoqués n'ont été atteints. Il y a quand même un énorme problème avec le détroit d'Ormuz. Donc Donald Trump, à un moment donné, va devoir prendre un risque et essayer de ramener une victoire, quelle qu'elle soit. Donc, et on a vu par le passé qu'il y avait quand même cette croyance en la force militaire, mais là, il va être obligé de passer potentiellement une étape supérieure en envoyant des hommes. La difficulté, c'est que s'emparer d'un objectif, une île, que ce soit l'île de Kharg ou d'autres îles dans le détroit d'Ormuz, pourquoi pas avec un certain nombre d'hommes. La difficulté, ça va être la durée des opérations et pour obtenir quoi, in fine. Donc, Donald Trump a peut-être un objectif clair, mais on ignore encore lequel avec ses troupes et la difficulté effectivement, et c'est la menace que brandissent les Iraniens, c'est la menace effectivement du bourbier. Et je vous rejoins en parlant aussi peut-être un peu à l'opinion américaine quand ils disent suivre les illusions de Netanyahou, ils jouent sur cette fibre, une partie de l'électorat de Donald Trump qui est antisémite et qui dit, qui se pose la question de savoir si les Américains se sont pas fait embarquer, manipuler aussi par les objectifs israéliens. Donc ça, c'est aussi cette menace sert à ça.